Alors, la vision d'AOL qui renaît donc en France et maintenant depuis un peu plus d'un an, c'est d'allier, c'est l'approche originale d'allier médias et ce qu'on appelait plateforme, donc ce que nous on appelle culture et code. Donc ce qu'on voit peu d'AOL, notamment en France, c'est toute la partie contenu d'AOL extrêmement développé avec des marques comme le HuffPost, TechCrunch, Engadget, Makers et beaucoup d'autres, ce qui fait que AOL est avant tout un éditeur. Aujourd'hui, chaque jour, c'est 12 heures de contenu vidéo qui sont produits en France. C'est 5000 contenus écrits qui sont produits sur l'ensemble des propriétés d'AOL. Donc ça, c'est toute la partie culture. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle code chez nous, donc les plateformes, c'est suite aux acquisitions, mais aussi au développement. Donc il y avait déjà advertising.com, AdTech, qui était dans le géant d'AOL, mais également le rachat d'Adaptivity, de GoViral, les développements des plateformes One, qu'on appelle où en fait où tout est intégré, soit sur la partie agence annonceur, donc on appelle Demand, soit sur la partie pour les éditeurs. Et c'est là où on a un éditeur qui parle aux éditeurs et qui crée des outils qui sont aussi qui créent d'abord pour lui et qui sont aussi disponibles pour les autres éditeurs, que ce soit en vidéo, en mobile, en display. On a également cette philosophie d'être totalement ouvert. C'est ouvert dans nos technologies, ouvert dans notre monde de manière de fonctionner. Pour nous, on ne pense pas qu'il faille de wall garden, et on pense qu'au contraire des plateformes fermées où on emprisonne, que ce soit les clients ou les annonceurs, on a une autre vision, en tout cas du monde digital, et c'est ce qu'on propose à travers nos outils, là encore sur la partie agence annonceur ou la partie éditeur. Notre principal challenge, c'est de nous faire connaître. AOL est une marque qui a disparu de France, qui était un fournisseur d'accès, qui en 2008 a fermé ses bureaux et qui renaît aujourd'hui depuis un an avec une équipe. On est un peu moins d'une centaine de personnes au total si on regroupe la vingtaine d'ingénieurs d'Alefdy, qui a été récemment acheté au début de cette année. Donc c'est vraiment de nous faire connaître, d'avoir des rendez-vous, d'engager la conversation. Derrière, pour revenir à ta question sur est-ce qu'on a la scale, il n'y a aucun souci parce qu'on a l'échelle et surtout on a nos points différenciants. Et je vais revenir sur la partie média parce que là on n'a pas de technologie, on va parler médias. Je vais prendre juste un point hyper précis et plus qu'à la mode en ce moment, qui est la visibilité. On vient de sortir une offre sur la rentrée de visibilité à 80% sur la partie display que les annonceurs ou les agences utilisent Mott, Integral Ad Science, donc IAS, ou Mitrix. Si vous utilisez un de ces outils et vous mesurez, on vous garantit sur notre univers 80% de visibilité. Juste pour comparer à la moyenne du marché, on est à 45 ou 50% selon ces mêmes instituts et qui sortent des benchmarks tout récents. Sur la vidéo, par exemple, là il y a eu le Hub Forum qui vient de se passer pendant 2 jours. Integral Ad Science, IAS, a sorti cette statistique complètement folle, mais qui est vraie, que 60% des vidéos sur le marché français ne sont pas vues. On a sorti également une offre à la fois mobile et vidéo avec un CPMV, donc un 100% visibilité, puisqu'on ne livre que de la vidéo vue. Et attention, là également, je vais être plus précis, sur de la vidéo vue par rapport à de la vidéo qui a été dont le taux de complétion est de 100%. Et ça, c'est très différent. Donc c'est vraiment d'être transparent sur nos inventaires, sur la qualité de nos inventaires. On avait déjà sorti il y a 2 ans la livraison garantie sur cible socio-démo. On a les meilleurs résultats du marché qu'on garantit. Donc ça, quelles que soient les cibles, sur à peu près 200 cibles socio-démo, donc avec l'ancien Nielsen OCR qui est devenu Nielsen DAR. Là maintenant, on passe à la visibilité. Ce marché on va se dire, c'est Tartuffe, on est les rois de Molière et c'est Tartuffe, acte 4, scène 2. Tout le monde part de visibilité. Très honnêtement, je suis assez surpris du peu de personnes qui, in fine, vont utiliser nos offres. Donc c'est assez rigolo parce qu'on reste quand même dans ce côté où, en surface, on va dire oui, c'est scandaleux, mais dans les faits, on peut faire du cookie drumping avec des formats, des fenêtres dans tous les sens, donc avec les impacts dramatiques que ça a sur l'adblocking, etc. C'est une réalité du marché. Je suis très cartésien analytique quand on regarde ce qui se passe maintenant qu'on a dénoncé, que l'ensemble de l'industrie a dénoncé le phénomène il y a un peu plus d'1 an.
Aujourd'hui, faut le dire, il faut croire que et les agences et les annonceurs préfèrent ça. On va se le dire, on est entre nous, il n'y a personne qui regarde cette petite vidéo, mais c'est un fait, c'est juste un fait. Et donc c'est intéressant de voir derrière comment ce marché qui finalement est encore adolescent, même s'il a 20 ans, aujourd'hui arrive dans une espèce d'impasse où à la fois, d'un côté, on va dire oui, on est contre les plateformes hégémoniques et fermées, mais en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, 70% des investissements, si ce n'est plus, vont sur ces plateformes hégémoniques et fermées. Et de l'autre côté, oui, non, on est pour vraiment, on est respectueux, etc. de l'utilisateur. Et bien, il y a juste à regarder parce que pour le coup, c'est pas caché. Regardons les sites, comment leur inventaire publicitaire sont construits. Nous, c'est pas moi, Éric Maribion, qui aujourd'hui a décidé d'avoir un inventaire de ce style en France. Il est propre depuis le début. C'est vraiment une philosophie. Donc, pour revenir sur la culture de l'entreprise, ouvert, transparent, de qualité, et on le prouve. Mon point est juste de dire de savoir ce qu'on achète. Et si tu veux, c'est un peu au niveau marketing, quand on fait des campagnes télé sans avoir une télé chez soi, quand on a un professionnel du marketing, c'est embêtant. Pour moi, c'est éliminatoire, pour être très clair. Faire du digital sans regarder les sites sur lesquels on achète, les fréquenter à type d'usage, pas à type personnel, mais à type professionnel, oui, c'est embêtant parce que quand on va sur des sites sur lesquels on achète, on voit en tant qu'utilisateur comment la publicité nous est proposée, comment elle fonctionne, quels sont les formats, est-ce qu'ils sont intrusifs, est-ce que j'en ai 5 sur la même page. C'est hyper facile. Et donc après, on dit oui, je veux aller sur ce site avec cette marque, mais il ne faut pas être dupe du résultat. Et donc en fait aujourd'hui, et ça prend du temps, et ça prend de l'expérience et des talents. Donc en fait, pour moi, c'est la maturité finalement, la curiosité et la maturité dans les dépenses digitales. Et nous, on a ouvert notre plateforme d'AdExchange il y a CSP en septembre 2011. Donc, donc on a vu cette évolution et on l'a accompagnée. Les chiffres maintenant du marché on était à plus de 50, enfin on arrivait à 50 sur le premier semestre. Ça veut dire que si, je fais toujours le même exercice, mais si tu es à plus de 50 avec une croissance à 2 chiffres sur le premier semestre, ça veut dire que tu démarres le mois de juillet au-dessus de la moitié du marché qui est en programmatique et qu'on va terminer décembre. Voilà, on peut dire entre 55 et 60 sur l'ensemble de l'année. Donc après, on va voir. Nous, on est à quasiment 3/4 aujourd'hui de notre activité qui est programmatique. Que ce soit dans l'achat média, à travers nos différents inventaires dans les différentes plateformes, ou que ce soit à travers nos outils, ou que ce soit nos outils pour la partie agence annonceur et la partie éditeur. Donc ça, on est dedans, ça a des énormes impacts sur la façon de travailler, la façon de s'organiser. Ça a apporté de la productivité. Ça, c'est le premier point, de la productivité dans les deux sens. Productivité côté agence et annonceur. Productivité côté, bien évidemment, éditeur et dans leur capacité de monétiser. Donc ça, c'est le premier point. Et on passe des étapes maintenant. C'est qu'on voit de plus en plus d'annonceurs internaliser ces outils programmatiques, qu'on appelle DSP, pour justement mieux parler avec ce qu'ils ont travaillé en parallèle et peut-être de manière un peu plus rapide en termes de développement, que sont les DMP. Donc tout leur travail sur la partie CRM et data, qu'ils ont maintenant internalisé et qui veulent se rapprocher le plus possible de leur achat programmatique. Donc ça, c'est donc tu arrives à plus de précision, mais on voit aussi plus de sophistication dans la manière de consommer le programmatique, parce que c'est une commodité le programmatique aujourd'hui, c'est un mode d'achat. Mais il y a plein de choses que tu peux faire en programmatique, bien évidemment sur l'ensemble des champs. Par exemple, le mobile, qui s'est développé plus tard, est beaucoup plus rapide en programmatique, ou en pourcentage est plus important, que ne l'a été un moment donné display à la même époque quand il s'est ouvert. Juste un point sur ce qu'a apporté aussi le programmatique, donc c'est de la transparence. Et là, dans les fausses idées reçues, c'était que le programmatique, on ne peut pas contrôler. Bien au contraire. Le programmatique, on sait exactement ce qu'on achète,
URL pourrait. Alors nous, là encore, on est en totale transparence depuis très longtemps, puisque tu sais exactement si tu veux acheter la homepage des mécènes en programmatique, tu peux, la chaîne news des mécènes, tu peux, du outlook.com, pas de souci, ou du AOL.fr, tout est transparent. Donc c'est là où il faut, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut quand même un peu mettre les mains dans la machine quand on est acheteur, ce qui est bien sûr le cas des agences qui font ça H24, mais ça doit être aussi le cas des annonceurs qui doivent comprendre, parce que pour mieux consommer, il ne faut pas oublier que le marketing, et le marketing digital en particulier, c'est un fuel au business. On ne fait pas du marketing pour se faire plaisir, on fait du marketing parce que ça permet de vendre plus souvent, plus de choses à plus de gens. Et donc ça alimente le business. Si on gère mal le marketing, c'est le business entier qui va mal. Et ça, c'est une culture alors, très anglo-saxonne qu'on a moins en France, mais il est extrêmement important à plusieurs, les agences, les partenaires et également l'annonceur, en équipe, à tous les niveaux, de regarder comment ça fonctionne. C'est une opportunité exceptionnelle, qui d'ailleurs va faire que la croissance est au niveau qu'elle est aujourd'hui. Un des éléments clés, c'est la relation et l'intégration auprès des annonceurs qui eux-mêmes, certains deviennent de plus en plus mûrs. On en a parlé tout à l'heure sur la DMP. Donc, beaucoup sont équipés de DMP et c'est comment les aider avec des outils à reprendre finalement le contrôle. Certainement pas vis-à-vis d'agences, hein, c'est pas le point, mais le contrôle par rapport à leur ensemble de leur marketing mix avec ces outils internalisés et donc pouvoir plus arbitrer sur le digital. Pourquoi ? Parce que je contrôle, parce que c'est transparent et parce que je sais exactement ce que j'achète et au meilleur prix qui est le prix du moment. On arrive sur la saison de Noël, les prix vont augmenter, c'est une évidence. Janvier, ils vont descendre. Mais je sais exactement ce qui est bon pour moi et je peux gérer effectivement comme un accélérateur business mes dépenses marketing tout en les suivant. Donc ça, c'est vraiment une énorme changement et énorme tendance parce que on voit que le côté data chez les annonceurs, ça fait déjà 2 ans et là, ça arrive à maturité, pas chez tout le monde, mais le lien avec les deux, c'est top.